Chose promise, chose due. Bienvenue sur les routes de l'IBMI. Ce matin, nous allons parler de Git, suite aux différents commentaires sur la chaîne. Alors nous allons faire du Git localement, c'est-à-dire que nous allons reprendre le projet de l'ancienne vidéo avec la mise en place en mode local, mais nous allons rajouter une gestion de version grâce à Git sur le dépôt local. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mode local, je les invite à la regarder, à la suivre. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, nous allons reprendre la situation avec l'espèce de croquis, on va dire, que j'ai essayé de faire. J'espère que vous arrivez à suivre sur ces croquis. N'hésitez pas à faire des commentaires, hein, de toutes sortes, hein, pour voir si... Voilà. Ok, donc on va reprendre le mode local. En fait, ce qu'on a vu hier, enfin ce qu'on a vu, alors peut-être pour les gens ce ne sera pas hier, mais en fait c'est ce qu'on a vu hier, c'est la vidéo que j'ai tournée hier en fait. Aujourd'hui on est le 18 et c'était le 17. On a vu que grâce à Code4E, en fait, on peut, entre guillemets, assez simplement partir sur un développement en mode local, en ajoutant des actions, en paramétrant une curlib et en mettant, voilà, et en mettant en place un dépôt de déploiement sur l'IFS. Alors pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu et qui ne voudraient pas revoir, en fait, en gros, on va se servir de notre Code4E qui est installé sur Visual Studio Code sur notre PC, hein. On va éditer nos sources ici directement là, et au moyen d'actions mises à disposition dans Code4E, on va pouvoir, d'abord copier, en fait, on peut dire ça, notre source en fait sur l'IFS, et ensuite après prendre la main avec une action, justement une commande de compilation de l'IBMI, hein, ni plus ni moins, qui va compiler grâce à ce source qu'il trouve sur l'IFS et qui va créer un objet dans notre curlib. Voilà, on en était là hier. On va reprendre exactement ça, sauf que je vais peut-être nettoyer un peu ça. Je vais enlever des trucs là. Voilà, je vais essayer de faire un peu de clean. Voilà, donc on est parti, on va partir sur le mode simple et on va aller sur un mode un peu plus compliqué. Alors qu'est-ce que ça va faire? Je vais peut-être crayonner un peu bizarrement. Qu'est-ce que ça va faire en fait finalement? Ici, on va garder notre édition en fait qu'on faisait dans au niveau de Code4E. On va toujours éditer nos sources ici, mais qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter, si j'arrive à le, voilà, non, si j'arrive à le déplacer, mais j'arrive pas à le déplacer. Voilà, on va rajouter un stockage, une gestion de version de nos sources directement dans un dépôt dans Git. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire, ici, on va avoir un espèce de dépôt dans notre Git, et ça va permettre, en gros, ça va nous permettre d'avoir un troisième flux. En fait, quand on va sauvegarder, on va pouvoir faire d'autres flux, ici, pour aller en fait versionner nos fichiers. Voilà. Donc cette vidéo, c'est juste vraiment une vidéo pour vous faire voir ce qu'on peut faire avec. Je pense qu'après, je referai des vidéos pour expliquer Git. Je ne vais pas reprendre les concepts de Git parce que là, du coup, déjà, je fais des vidéos assez longues. Et là, j'ai peur d'avoir vraiment une vidéo très longue. C'est vraiment pour que vous voyez ce qu'on peut faire avec et vous dites, bah tiens, finalement, je vais commencer à travailler avec Git. Alors, ce que ça permet aussi, ce que je veux bien dire, hein, cette façon de faire, ça va permettre quoi? Moi, j'utilise assez souvent cette façon de faire. C'est par exemple quand je vais travailler, en gros, là, je vais vous dire vite rapidement un workflow, bien qu'on va en parler vraiment rapidement, mais pour que s'il y a des gens qui se disent, bah, tiens, il est en train de nous parler d'un truc, mais finalement, qu'est-ce que je pourrais en faire, moi? Donc, je vais vous dire, moi, mes use cases à moi, mon use case particulier, c'est quand je travaillais avant avec des gens, par exemple, qui avaient leur truc sous PDM. Je travaille sur un projet, par exemple, imaginons que sous PDM, j'ai un environnement de dev. Ce que je faisais, c'est que je copiais en fait, alors bien sûr, je récupérais et je rapatriais les sources de l'environnement de dev dans ma bib à moi, même dans l'environnement natif, pourquoi pas, dans ma bib de développement mais personnel. Et ensuite, j'éditais mes sources ici
ce que je faisais, en fait, j'éditais mes sources habituelles. Je me sers de ce site de déploiement pour déployer en local ici, pour compiler dans la curlib, qui est mon environnement personnel. Voilà. Ici, qu'est-ce que je faisais? Je versionnais, comme ça je pouvais voir tout le long de mon projet les erreurs que j'avais potentiellement pu faire. En fait, ce que ça permet de faire aussi, ça permet d'être entre guillemets plus agile, parce qu'on peut faire des modifs, revenir dessus, voir ce qu'on a fait, tester, compiler, voire tester. Voilà. Une fois que j'avais réussi à faire quelque chose qui n'était pas trop mal, qu'est-ce que je faisais? Ben, j'arrivais, du coup, je laissais ça comme ça, et j'arrivais en phase de déploiement, en fait. Et c'était quoi le déploiement? En fait, c'était finalement de passer de ma bibliothèque personnelle avec mes sources, de les copier dans l'environnement de développement et de les compiler dans cet environnement de développement. Voilà. Et donc, moi, qu'est-ce que ça me permettait surtout? Ça me permettait de voir enfin, l'évolution de mon projet, les choses que j'avais faites, de tester des choses, pourquoi pas. Et voilà, ça restait que chez moi, en fait, finalement. C'était un mode local auquel j'utilisais Git, mais c'est pas ça qui révolutionnait toute la Terre. Je pouvais très bien utiliser Git et mes sources personnelles et après les déposer dans l'environnement de développement que tout le monde partageait. Alors, bien sûr, ça c'est une manière, pourquoi pas, il y a plein de manières d'utiliser Git, hein. C'est une première manière d'utiliser Git. C'est pas comme ça qu'on va faire le référentiel de toute l'entreprise, mais en tous les cas, déjà, nous, on a déjà un référentiel et on peut aller revoir, surtout si on est comme moi, que le lendemain, on ne se rappelle pas trop de ce qu'on a fait, et bien là, on va voir les évolutions de notre code. Tiens, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a modifié? Tiens, on avait testé ça, ça n'a pas marché. Ah oui, mais on avait testé ça, ça voilà. Voilà. Donc voilà le truc, et voilà, c'est un use case typique, c'est quand effectivement, plutôt que de faire ce qu'on fait d'habitude, hein, dans SEU par exemple, dans PDM, hein, ici qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous quand on travaille dedans, on copie dans notre bib, hein, forcément, déjà première chose, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, déjà on fait une sauvegarde du truc, donc on va appeler par exemple hello-yv1, voilà, on va commencer à faire une modif, on va compiler, et on va se rendre compte qu'il dit bonjour Carquefou, alors que nous on voulait bonjour Fougère, hop, on va refaire un contrôle, on va refaire une copie de Hello YV en Hello YV2, YV3, et tant et si bien que le jour où on va vouloir déployer dans l'environnement de dev, eh ben, si on est comme moi, on ne saura même plus si c'est YV1 qu'on a testé, YV2, enfin voilà. Ça va nous permettre, ça justement, d'éviter ce genre de choses-là, d'avoir 15 000 sources qui représentent quelque chose. Voilà. Donc je vous invite à me suivre, on va partir sur mon poste de travail pour voir ça dans l'action. Alors, nous sommes de retour sur mon poste de travail. Je vais le lancer. Alors, ce coup-ci, là, je vais lancer directement. Directement, il ne faut pas que je me trompe. Vous voyez ici, j'ai accès à mes folders récents. Je vais lancer, je crois qu'hier, on avait fini avec test local. Je vais lancer celui-là. Voilà, voilà. C'est bien ça, je retrouve mes trucs. Je vais tout fermer. Je vais attendre qu'il soit lancé. Je vais tout fermer pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, alors, pour parler des prérequis, en fait, qu'est-ce qui se passe sur ma machine? Sur ma machine, effectivement, j'ai Visual Studio Code, j'ai Code4i, mais j'ai aussi installé Git for Windows. Je vous reparlerai dans une autre truc pour se relancer là-dessus. J'ai installé Git for Windows et j'ai initialisé mon compte pour qu'il reconnaisse, par exemple, que c'est moi qui fais faire les actions de commit, de choses comme ça. C'est tout ce que j'ai fait. Exactement, on retrouve la situation d'hier. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer Code4i. Je vais reprendre celle-ci. Comme ça, on va pouvoir retravailler dessus. Voilà. Je vais quand même faire un test pour voir s'il n'y a pas, on ne sait jamais, qu'on soit sûr que ça marche, toujours comme hier. Alors, je suis toujours à Fougères, mais normalement, je retourne sur Carquefou demain, parce que j'ai trouvé du carburant. CTRL S. Et là, du coup, je vais faire un CTRL E, comme ça. C'est vraiment pour vérifier qu'il n'y ait pas de... que je parte pas sur un truc, je vous explique des trucs et que ça marche pas. Voilà, bon, il a compilé, donc tout va bien. Voilà, on est vraiment dans la situation d'hier, voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? En fait, c'est mon dépôt ici qui est en local, et c'est lui que je vais vouloir guider. Si vous regardez sur le côté droit, là, ici, j'ai plusieurs icônes. Sur le côté gauche plutôt d'ailleurs. J'ai plusieurs icônes. Et en fait, bon alors j'ai tous mes icônes. Et cette icône, vous voyez, on peut retrouver, c'est le logo de Git en fait. Je vais cliquer dessus. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Il va me proposer deux choses. Alors déjà, si vous le faites par exemple, que vous n'avez pas Git installé, forcément il va vous dire ah, bah, attention, il y a un problème, vous n'avez pas Git installé. Il va peut-être, d'ailleurs je crois qu'il vous donne les liens même pour aller installer Git sur votre poste Windows. Voilà.
Je vais pas trop détailler, hein, Git. En fait, Git, il faut voir ça comme ça. En fait, Git, quelque part, c'est vous avez votre gestionnaire de fichiers, et à ça, vous allez ajouter quelque part un dépôt, un espèce de dépôt où vous allez stocker toutes vos versions. En gros, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il me demande là. Il me propose d'initialiser un repository. Voilà. Il y a deux choses aussi. Il me dit carrément que je peux aller publier sur des GitHub. Ça, on verra par la suite. On essaiera de faire une petite vidéo. Voilà. Il y a un lien pour la doc. Elle est super bien faite, la doc de... Bon, je le dirai tout le temps, mais en fait, la doc de VS Code est vraiment super bien faite. Qu'est-ce que je fais, moi? Ben, ici, je vais initialiser un repo. Voilà. Je clique dessus, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il initialise un repo et il me dit, alors voilà, sur le côté, vous voyez, je suis rentré dans le truc de repo, qu'est-ce qu'il fait? Il a détecté en fait qu'il y avait le dépôt, quand il l'a initialisé, il est vide. Peut-être que je vous ferai voir à quoi c'est. En fait, voilà, il est vide. Je vous ferai voir après, ce que je pensais, c'est de vous faire voir après c'est quoi un dépôt. Mais voilà. Donc il est vide et il me dit, eh ben, en fait, il a été voir dans mon répertoire courant, en fait, toutes les choses qu'il y a. Et il me propose de les ajouter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les ajouter. Voilà, donc, alors, il y a deux stades. En fait, quand on travaille sur notre disque, en fait, il y a plusieurs états. Il y a, premier état, c'est quand on va modifier un fichier, il va se mettre ici, et après, il y a un deuxième état qui dit, potentiellement, moi, je vais pouvoir, je vais inscrire un fichier pour dire, bah, celui-là, je veux le versionner. Et ça veut dire que je le mets en staging, dans un état staging, et ça veut dire que potentiellement, si je fais un commit, il va versionner tous les fichiers qui se trouvent ici. Par exemple, lui, je peux le sortir. Voilà. Si je le sors et que je fais un commit, il n'y a que Action et Hello Foo qui seront gérés, pris en charge par le dépôt Git dans le gestionnaire de version. Lui, là, il ne sera pas pris. Ça ne veut pas dire qu'il va l'enlever, mais il ne sera pas pris. Voilà. Donc là, je vais tous les ajouter. En général, c'est ce qu'on fait. Et vous allez voir, dans beaucoup de dépôts, en fait, on fait toujours comme ça et on appelle ça un first commit. Ça veut dire qu'on initialise notre voilà. Là, je crois qu'on peut faire entrer, mais on peut cliquer sur commit. Voilà. Il initialise tous les trucs. Voilà ce que ça a fait. C'est ça, en gros. Ici, si je vais dans mes trucs, il va me dire, bah, effectivement, que j'ai un commit. Voilà. Mon first commit que je viens de faire. Qu'est-ce que ça change? Enfin, voilà, ça veut dire que là, maintenant, j'ai commencé à gérer avec du Git. Maintenant, je vais faire une modif, par exemple. Je me suis trompé tout à l'heure, je disais n'importe quoi. En fait, non, finalement, il y a quelqu'un qui a siphonné mon, mon réservoir. Hein, c'est la guerre, c'est la guerre. Hein. Et du coup, j'ai plus d'essence. Donc, finalement, ben, c'est bien Carquefou. C'est bien Carquefou, mais ça sera dans quelques années, quand je retrouverai de l'essence. Voilà. Vous voyez ici, il m'a mis des petits trucs. Ça, c'est parce que j'ai installé une extension particulière qui s'appelle GitLens, qui me met ça et qui va me dire la truc qui a été modifié. En tous les cas, ce qu'on peut remarquer, c'est quand on met Git par défaut, vous voyez ici, il me tag la ligne, et quand je clique dessus, vous voyez ce qu'il est capable de faire. Il est capable de me dire les modifs que j'ai fait dessus. Alors ça, c'est vraiment super puissant. Voilà, c'est vraiment un truc vraiment puissant pour gérer quand on travaille. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Vous voyez, il m'a mis que ici il y a un petit M. Il m'a dit que mon source a été modifié. Il me signale que mon source a été modifié. Ici, il a mis un petit 1 parce qu'il a rajouté un fichier qui a été changé. Et pour l'instant, vous voyez, il n'est pas pris. Pour le prochain commit, il ne sera pas pris dedans si je ne le mets pas dans l'état staging. Voilà. Si je double-clique ici, il me relance mon truc pour dire que ça a été modifié. Voilà. Là, on est purement dans du Git. Là, je suis en train de vous le faire voir après, agir localement avec du code for mais potentiellement, là, ce que je suis en train de faire, même sans code for ça marcherait de la même manière. Ce qu'on va voir, c'est que ça a été vachement bien intégré dans code for justement, pour travailler avec. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une modif. Potentiellement, maintenant, je me dis, je vais la compiler. Je vais refaire un CTRL-E, voilà, et il va me demander des trucs. Et c'est là qu'on va voir, tout à l'heure, hier, on parlait de ça, et c'est là qu'il va me parler justement des choses à déployer. Et là, vous voyez, il me met un déploiement. Vous voyez qu'il me met ici, il met un working change. Ça veut dire qu'il va me déployer tout ce qui est en état de changement. Là, j'en ai qu'un, mais si j'en avais deux, il m'en déploierait deux. Et le staging, en fait, c'est tous ceux qui sont en staging. Donc là, je vais quand même le compiler, comme j'avais dit, je le compilais. Voilà, il m'a créé mon fichier. Si je vais voir de l'autre côté, on a bien truc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une modif sur un autre fichier.
Je vais, pour vous faire voir la différence, CTRL S. Voilà, et ici je vais la voir. Donc si on va ici, il y en a deux qui sont staging. Si j'en mets par exemple qu'un, je vais mettre celui-là en staging, donc ça veut dire que celui-là je le prépare pour un commit. Si je lance un déploiement, en fait, quand je fais CTRL, je peux le lancer d'ici, hein, le déploiement. Ça va, tous ces modifs, ça va vraiment considérer le déploiement. Si je fais un stage change, vous voyez, il m'a déployé qu'un seul fichier. Il m'a déployé qu'un seul fichier dans mon truc. Est-ce que je peux le voir en ISO des outputs? Je peux voir, je vais vous faire voir si je crois qu'on peut les voir ici. Vous voyez, bon, c'est en fait le déploiement, c'est bien qu'on voit ça. Un déploiement, c'est ni plus ni moins que des commandes de ce type-là qui sont créées directement dans l'environnement. Par contre, on ne voit pas que c'est ce fichier-là. Non, 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 c'est pas là. Non, bah on voit pas. En fait, je ne sais pas vous faire voir. Mais par exemple, potentiellement, si je rajoute un fichier dans le staging, alors là, je ne sais pas ce qu'il va faire si je refais un déploiement. Vous voyez, il m'en a déployé deux, en fait, ici. Il m'a fait les déployer, il m'a déployé par rapport à mes états. Voilà, c'est ça que ça va faire, en fait, vraiment. Après, l'utilisation va être la même. Pour compiler, c'est exactement l'utilisation de Code4i. On a juste cette différence au niveau des déploiements. Quand on va faire le déploiement, on est capable de déployer tout ce qui a été modifié. Vous voyez, par exemple, si j'envoie ça, bah, il ne va rien déployer parce qu'il n'y a pas de truc en changement. Par contre, si je les enlève, vous voyez, je les sors du staging. J'essaye. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Et si je fais un déploiement de ce qui est en staging, bah, il n'y en aura pas. Il n'y a rien à déployer. Si je les remets dedans, voilà, c'est ça que ça va faire, ça va vous permettre de déployer vraiment par rapport à des états particuliers. Voilà, il me les déploie les deux. Voilà. Je vais refaire un commit pour vous faire voir les différences, ce que ça fait au niveau des commits. Commit Toto. Non, pas comme ça. Commit Toto, voilà. Donc ici, on a première chose, on a des trucs commit Toto. Si je regarde, alors Carquefou, je ne sais pas, je vais regarder à ce niveau-là, on a ça aussi. On a ici une timeline en fait qui est mise à jour par les modifications. Je peux voir par exemple si je clique ici, donc là bien sûr il l'avait pas, mais si je clique ici, là j'ai pas fait de modif, voilà, il va me sortir mes modifs par rapport à la dernière truc. Si je regarde mon courant en fait, donc je vais tout faire, attends je vais refaire ça pour que ça soit clair. Voilà ce que ça va me permettre de faire. On est dans un cas où on va travailler tout seul en solo. Donc j'étais là-dessus. Voilà, donc moi j'ai Carquefou. Je vais faire un compare avec celui-là. Non, c'est pas celui-là. Avec Toto plutôt. Donc voilà, c'est ça. Donc là j'ai Carquefou, mais avant j'avais Toto. Ça veut dire qu'en local j'ai ça. Attendez, je vais tout refermer parce que ça sera plus clair, parce que là du coup c'est pas clair. J'ai ici Carquefou, si je fais par rapport à Toto, j'ai Fougère. Donc en fait, si je peux faire ça, donc ça c'est les changes, ouais, c'est des changes que j'ai pas committés. Là ça va pas marcher, ce que je voulais faire. Voilà, ici on voit bien que ici quand je suis FSL, c'est avant, j'avais Fougère, maintenant je suis à Carquefou, ce qu'on voit ici hein, dans mon programme. Ici je suis à Carquefou. Je peux me dire, bah, quand j'ai fait ça, en fait, je voulais pas, je me suis trompé. En fait, la première version, elle était la meilleure. Ici, vous voyez, grâce à ça, je peux restaurer le contenu. Voilà. Et là, il m'a restauré mon contenu, en fait, ici, de Fougère. C'est à ça que ça permet, tu vois. Et après, je peux, pourquoi pas, le faire. Ici, je peux enlever même les champs, les enlever. Et je vais revenir Carquefou. Voilà. Donc c'est vraiment une truc rapide pour illustrer pour les gens à quoi ça peut servir, même en local, d'utiliser Git. Une fois qu'on s'est compilé en local grâce à Core4i, ben là on peut, à la limite, pourquoi pas, nous, commencer à travailler en Git.
ça reste juste pour nous, hein, il n'y a que nous qui dit-on, et de toute façon, quand on travaille dans notre vie personnelle, quand on va être OK sur ce truc, quand on va faire le déploiement en dev, par exemple dans l'environnement dev, et ben, de toute façon, on va recopier nos sources. Et bien sûr, ils vont sortir du versionning, parce que s'il y a quelqu'un qui le modifie dans SEU, ben, on aura un décalage avec notre dépôt Git, mais ça veut dire que quand on repartira sur un projet, on sera obligé de recharger et peut-être réinitialiser un nouveau repo. Mais au moins, si par exemple notre projet dure, je ne sais pas, on travaille sur un programme de service ou quelque chose qui est un peu conséquent, et ben au moins ça nous permet, nous, à savoir ce qu'on a fait la veille ou la semaine d'avant, et voir un peu l'évolution de notre code, et pourquoi pas pour revenir sur des versions, et pouvoir tester beaucoup plus facilement. Parce que des fois, quand on veut tester, ben, on hésite, parce qu'on se dit, ben, on va perdre le source, et c'est là qu'on commence à faire des copies en Hello RPG, Hello YV, Hello gros machin, et on sait plus, on s'y perd. Voilà. Avec cette façon de faire et code for it, je trouve qu'on gagne vachement en souplesse et du coup en agilité parce qu'on peut tenter des choses, on peut faire des modifs et on se dit bah, c'est pas grave, de toute manière elles seront mises dans les commits et je pourrais les retrouver, je pourrais revenir à un état d'avant, même si j'ai fait 300 lignes de code, je reviens à la truc d'avant, puis voilà, sans problème, assez rapidement. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça va vous aider pour vous amuser, commencer à vous amuser avec Git. J'essaierai certainement de faire, comme je vous l'avais dit, hein, des choses beaucoup plus orientées organisation. Là, c'est vraiment pour vous présenter ça, hein. Mais ça peut vous permettre déjà de vous amuser avec vous en local, hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur les autres. Voilà. Bon, bah, j'espère que en tous les cas, ça va vous plaira. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à très bientôt sur les routes de l'IBMI et je vous souhaite toujours de belles aventures. Merci.